Aujourd'hui, on va se prêter à un exercice un peu différent, parce qu'il y a quand même énormément d'agences, notamment françaises au Paraguay, qui racontent un peu n'importe quoi sur les détails des résidences. On va essayer de remettre un peu les choses au clair. Ce que nous faisons, c'est optimiser chaque étape. Essayer de réduire le maximum aux délais légaux pour l'immigration, et ensuite pour l'identification, donc pour votre cellule. J'ai entendu absolument tout. Les gens qui ont fait leur résidence de manière 100% illégale, et le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont même pas au courant que leurs démarches sont illégales. La mauvaise nouvelle, c'est que vous soyez au courant ou non, si ça a été fait de manière illégale, vous êtes considéré comme responsable, et donc vous pouvez vous faire retirer votre résidence et être blacklisté du Paraguay. Pourquoi les agences vous font peur? Pourquoi certaines agences disent que c'est impossible? C'est parce qu'elles ne maîtrisent pas le process. Et quand on ne sait pas faire, le plus simple, c'est de faire peur aux gens. Accélérer une procédure, ce n'est pas tricher ou faire de faux papiers. C'est faire les choses correctement, mais intelligemment, en optimisant les délais. Malheureusement, aujourd'hui, il y a énormément d'agences qui paraissent sérieuses au premier abord, et quand on creuse vraiment, quand on connaît vraiment les détails, on se rend compte qu'effectivement, même s'ils paraissent sérieux, ils proposent des démarches totalement illégales. Alors leur argument, c'est simplement de dire que c'est pas illégal, que c'est simplement des raccourcis, qu'ils connaissent un contact à l'intérieur de l'administration, et que c'est simplement une accélération qui est en fait tolérée par l'administration. Le vrai sujet, c'est comprendre le système, accélérer les délais, les étapes, et être dans les bons timings pour faire le plus rapidement possible. Donc la prochaine fois qu'on vous dit c'est impossible d'aller plus vite, c'est illégal, posez-vous la vraie question. Est-ce que c'est impossible, ou est-ce que les gens qui vous vendent les résidences ne savent tout simplement pas le faire? La meilleure manière de savoir que vos démarches sont bien légales, c'est de demander les délais d'obtention de chaque papier. Actuellement, les délais pour la résidence temporaire sont d'environ 3 mois. 3 mois. Approved. Puis, à la suite, on peut faire un second voyage pour demander sa carte d'identité, sa cédula, et les délais sont actuellement entre 2 et 3 mois pour la carte d'identité. Approved. Donc pour toutes les prestations qui vous proposeraient d'avoir la temporaire et la cédule en même temps, ce sont des choses complètement impossibles légalement. Également, toutes les procédures qui prennent moins de 3 mois pour une résidence temporaire ou moins de 2 mois pour une cédula, ce sont effectivement des procédures un petit peu douteuses. Approved. Si vous avez un professionnel qui s'y connaît, qui connaît les délais et qui a des contacts internes, vous pouvez vous retrouver à avoir vos documents d'à peu près 3 mois, parce que si on fait avec les délais légaux de l'immigration et de l'identification, on est à peu près sur ces dates. I don't know. Et tu sais ce qu'ils font ces mecs? En fait, t'as différentes piles au niveau des dossiers pour savoir quand est-ce qu'un dossier va être traité plutôt qu'un autre. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils déplacent simplement la feuille sur un autre dossier pour passer devant tout le monde. Et en fait, ils payent les mecs pour pouvoir passer ces feuilles-là avant tout le monde. Il y a aussi un autre truc qu'ils font que je trouve ça vraiment bizarre, c'est qu'en fait, ils passent pour pouvoir faire la demande de cédula. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent en faisant la demande de cédula sans avoir tous les documents. Normalement, ils sont pas censés passer à ce moment-là, mais ils laissent un petit guet, probablement, pour pouvoir passer quand même. Et c'est après où ils réinjectent les documents encore. C'est quand même bizarre. Mais par quel miracle le dossier passe devant les autres? La réponse, tout le monde la connaît, les contacts à l'intérieur, les coups de fil, les faveurs, les questions institutionnelles. Bref, une petite bien emballée, présentée comme un simple service. Si un prestataire est incapable de vous faire l'ensemble de vos démarches en un seul voyage, c'est-à-dire déposer votre dossier de résidence et de carte d'identité, la cédula, en un seul voyage, et ensuite d'obtenir votre RUC, votre numéro fiscal à distance, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ils en sont incapables? Est-ce qu'ils ont des contacts? Ou est-ce qu'ils se contentent de déposer votre dossier et d'attendre? Est-ce qu'ils ont des relations? Ou bien est-ce qu'ils essayent de vous faire peur car ils n'ont aucune relation? Les discours du type « il n'y a qu'un seul parcours possible », c'est la signature de quelqu'un qui ne sait pas faire et qui ne veut surtout pas que vous alliez voir quelqu'un capable de le faire. Le lendemain, ils demandent un dossier cédula, mais ils disent on n'a pas de carte de résident temporaire. On dépose quand même le dossier. On paye vos agents, je sais pas combien, 500, 600 euros pour mettre le dossier de côté, envoyer l'informé au pays de la personne. Je crois que c'est même pas ils attendent la réponse de l'informé de police parce que les gars ils sortent la cédula en 60 jours pour un premier voyage au Paraguay, quoi. C'est-à-dire, c'est clairement visible sur les dates d'impression des documents. Donc tu fais ça, et admettons dans un an, 2 ans, on rejoint tous les fichiers des personnes qui sont venues au Paraguay, à telle date ils sont arrivés, à telle date ils ont leur cédula. Mais les mecs ils se font de la cédula, ils se font expulser du pays possiblement. Vos papiers seront sans doute authentiques, vous ne finirez probablement pas dans un scandale type Ronaldinho, mais le procédé, lui, reste sale. Quand on vient vivre ici, la moindre des choses, c'est de ne pas nourrir ce système. On peut faire les choses proprement, légalement, et sans acheter un passe-droit déguisé. Approved.
Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais être clair avec vous, car ça fait un moment qu'il y a un débat à propos des dossiers en accéléré au Paraguay pour obtenir la carte de résident temporaire, la carte de police nationale, la carte de cédula plus rapidement, en général 2 mois au lieu de 7 et en un seul voyage au lieu de 2. Et donc en plus d'économiser du temps, économiser un billet d'avion avec tous les frais de séjour, etc. Certaines personnes très connues dans le domaine en matière d'administration au Paraguay nous disent que c'est complètement illégal, alors que d'autres nous disent que ce sont des menteurs, qu'ils essaient de vous faire peur et qui n'y connaissent rien. Alors dans cette vidéo, je voulais mettre les barres sur les T, les points sur les I, pour partager mon expérience et donner mon avis le plus objectif et professionnel possible. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu à la mode d'essayer de vendre des services d'expatriation au Paraguay en rabaissant ses concurrents, en disant « Ouais, mais regardez, il n'inclut pas les frais. Ouais, mais lui, il ne fait pas la cédula. Il fait que la moitié du travail. Ouais, lui, c'est illégal ce qu'il fait. Et son poisson, là-bas, il est tout pourri, regardez. Et lui, il trompe sa femme, etc. » C'est en totale roue libre. Non, sachez que si je fais cette vidéo, mon but n'est pas de rabaisser qui que ce soit. C'est juste pour faire avancer le débat en posant des questions précises et claires. Car l'enjeu est extrêmement important et sensible. On parle quand même de centaines de papiers qui ont été faits et qui vont continuer à être faits pour des amis et des compatriotes francophones. Il s'agirait de ne pas les envoyer au casse-pipe ou du moins limiter la casse. Donc dans cette vidéo, je vais donner mon avis, je vais aussi poser des questions, je vais challenger les personnes qui font les démarches en accéléré, et ce serait bien, si possible, de pouvoir nous répondre. Et je voulais aussi dire dans cette vidéo que je vais engager mon honneur, déjà pour dire que toutes les anecdotes que je vais raconter sont vraies et sont issues de mon expérience, mais aussi si je venais à me tromper au sujet des dossiers en accéléré, et que vous arrivez à me convaincre que je me trompe, et bien dans ces cas-là, je vous devrai une reconnaissance éternelle les mecs, je présenterai mes excuses, et peut-être qu'à ce moment-là, seulement à ce moment-là, je changerai les méthodes que j'applique avec mes clients. Même si je sais déjà d'avance que ça ne risque pas d'arriver, car je ne suis vraiment, mais vraiment pas convaincu de tout ce schmilblick des dossiers en accéléré. Et pour aborder le sujet en tapant directement dans la fourmilière, j'avais 2 anecdotes à vous partager que je trouve vraiment bizarres. La première concerne une personne que j'ai accompagnée et qui voulait à ce moment-là faire sa carte de résident temporaire. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'en amont, je demande toujours à la personne que j'accompagne si elle a un casier judiciaire, histoire de bien décortiquer tout le morceau. Il m'avait dit non, donc je l'emmène à Interpol, on fait sa demande pour qu'il obtienne un certificat international pour prouver qu'il a rien fait. Arrivé à la date de retrait pour récupérer ce fameux papier, les policiers nous interpellent, ils nous disent que le papier n'est pas encore disponible et qu'il y a du retard. Bon, jusque là, il faut savoir que c'est assez fréquent, à Interpol généralement ils ont beaucoup de demandes, donc on attend 2-3 heures dans les bureaux, c'était assez long, puis enfin, on a une réponse. On se retrouve face à une personne importante, je pense que c'était un haut gradé, et il nous dit ceci: « Monsieur, on ne peut pas vous donner votre certificat. » On dit « Mais pourquoi ?» Parce que, et là il nous dit juste un mot, « estafa ». Ce qui veut dire arnaque en espagnol. Me dit merde, mon client m'aurait menti, il aurait un casier judiciaire caché, du genre fichier de TAGE, et il a essayé de passer entre les mailles du filet. Donc je lui dis à mon client, est-ce que tu savais que tu avais un casier judiciaire? Je lui ai demandé plusieurs fois et à chaque fois il me jurait que non et qu'il n'avait jamais rien fait dans sa vie. Bon, je trouvais que c'était bizarre. Je demande au policier de savoir en détail ce qu'il s'était passé, et il faut savoir que normalement les documents Interpol ce sont des documents secrets, et si on ne travaille pas dans la police, on ne peut pas avoir accès à ces informations en détail. Donc on était frustrés, on ne savait pas quoi faire. Le policier nous dit « Nous allons faire plusieurs recherches. Revenez le lendemain et on voit ce qu'on peut faire pour vous. » Donc ça faisait plusieurs allers-retours, c'était embêtant, mais surtout le pire c'est qu'on était stressés. J'avais pas envie que mon client se fasse embarquer et que ça nous fasse des embrouilles. Mais pourtant, il m'avait juré qu'il n'avait rien fait et j'avais envie de le croire, car pour vous donner quelques détails sur son profil sans révéler son identité bien sûr, c'était un gars très sympathique, extrêmement calme, la soixantaine. Franchement, je me suis dit, ça n'a pas l'air d'un gangster. Mais il avait quand même de la bouteille, donc je me suis dit, à cet âge-là, peut-être qu'il a déjà fait des choses il y a très longtemps. Et c'est justement de ça qu'on va parler, et vous allez voir, c'est assez dingue. Donc on arrive le lendemain, et là, contre toute attente, les policiers nous passent directement le certificat, avec simplement cette information suivante qu'ils nous donnent, ce n'était pas de votre faute. Donc là, franchement, on dit, ouf, super, on a le certificat, mais finalement on n'aura jamais la version officielle de ce qu'il s'est réellement passé. Car comme je vous ai dit précédemment, les fichiers que l'on retrouve chez Interpol sont secrets. Mais finalement, mon client se creuse la tête et il aurait une petite idée pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport à son dossier et pourquoi il a été bloqué. Et c'est probablement à cause de cette chose, une seule chose qu'il aurait fait dans son passé, et donc je vais vous la raconter, comme ça va vous faire réfléchir. Il faut savoir que quand il avait 20 ans, donc plus de 40 ans en arrière, il a passé son examen pratique de permis de conduire, il a raté la première fois, son
moniteur qui venait tout fraîchement de commencer son activité d'auto-école, et il était assez jeune, il était assez olé olé, eh bien il lui a dit « Bon, tu as raté ton examen pratique, tu es censé le repasser dans un mois, mais si tu veux, je peux te faire passer en accéléré, et comme ça tu pourras dès la semaine prochaine le repasser et tout terminer. » Et l'erreur qu'a fait mon client à cette époque, c'est qu'il a accepté. Après, il faut savoir qu'il avait 20 ans. À 20 ans, généralement, on gobe tout ce que nous disent les autres. Et pour moi, c'était pas vraiment de sa faute. Mais bref. Et après avoir passé son permis une seconde fois, il l'obtient. Il obtient donc sa carte de permis. Malheureusement pour lui, quelques mois plus tard, toc toc toc, des policiers furieux qui sonnent à sa porte et ils lui demandent de rendre impérativement son permis de conduire. Et en plus, apparemment, le moniteur, donc qui avait dit à mon client de faire passer les dossiers en accéléré, il aurait payé une amende très chère, voire même il aurait fait du ferme à cause de ça. Donc bref, tout cela pour vous dire qu'une histoire de dossier accéléré qui a eu lieu il y a plus de 40 ans, même si ça a été fait il y a très longtemps, eh bien ça l'a rattrapé et on a été emmerdé. Vraiment la preuve pour dire que tout est noté et qu'on est vraiment marqué au fer rouge. Et donc quand on fait des choses louches, ça finit par se savoir. La deuxième anecdote que je voulais vous raconter est plus personnelle. Bon, vous savez que j'ai une activité où je réalise les cartes de résident temporaire, les cartes de police nationale, les cartes de cédula, etc. au Paraguay. Et cela fait plus d'1 an et demi que j'exerce cette activité, 45 personnes que j'ai déjà accompagnées. Et c'est vrai que moi, de nature, je parle beaucoup autour de moi. Je fais aussi beaucoup de veille. Je regarde ce que les concurrents font pour, pourquoi pas, m'en inspirer et apporter un service toujours plus complet et meilleur à mes clients. Et c'est vrai que je me suis pendant un moment beaucoup penché sur les dossiers en accéléré. Et pour vous dire, j'ai même tenté de savoir exactement comment fallait faire. Pour tout vous dire comment ça s'est passé, alors il faut savoir que quand j'étais à la migration, je croisais régulièrement une connaissance, donc c'est un gestor, et qui me disait souvent, en étant discret, au fait, si tu veux accélérer tes dossiers, c'est 4 à 5 millions de guaranis pour recevoir ta carte de résident temporaire 45 jours au lieu de 3 mois et 400-500 $ pour recevoir ta carte de cédula en une semaine au lieu de 60 jours. Bon, il faut savoir que ça c'était à l'époque et j'ai fait exprès de changer les chiffres histoire d'être le plus vague possible pour ne pas avoir d'ennui. Mais bref, je me souviens que c'était quand même assez cher pour accélérer ces dossiers. Mais surtout, ce qui m'étonnait, c'est qu'il était très discret et gêné, comme s'il faisait quelque chose de mal. Je me suis dit, bon, c'est bizarre. Pourquoi ne pas demander directement aux autorités dans les bureaux, juste pour savoir? Après, je pose juste des questions. Et là, je crois que j'ai fait la chose la plus risquée de toute ma carrière de gestor au Paraguay, car j'ai demandé à plein de personnes qui travaillaient dans les bureaux si c'était possible d'avoir leur numéro, si c'était possible d'avoir des renseignements à propos des dossiers en accéléré, etc. J'ai dû tenter cela avec au moins 5 personnes différentes. Et à chaque fois, ils refusaient ma demande, voire même pire, ils me regardaient comme un criminel. Je me suis dit, ça craint, je commence à attirer l'attention autour de moi. Heureusement que j'avais moi-même jamais fait de dossier en accéléré, donc a priori, je ne risquais rien. Mais je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre. Pourquoi c'est aussi difficile de réaliser cette manipulation? Ça doit probablement être shady. Et c'est vrai que quand on regarde les news au Paraguay, sur tout ce qu'il se passe au niveau des autorités, eh bien on voit régulièrement des personnes représentantes du gouvernement qui se font arrêter et mettre en prison. Et c'est vrai que ça rigole pas. Donc à mon avis, ils sont tout à fait légitimes, ils ont raison d'avoir peur, ça me paraît quand même super logique. Puis après, par hasard, alors que j'avais complètement abandonné l'idée de faire des dossiers en accéléré, je croise une personne lors d'un événement qui me ramène vers une autre personne qui savait faire les dossiers en accéléré. Bref, et on m'invite à un café. Donc je me ramène dans un café accompagné d'autres personnes, pourquoi pas d'autres gestors, je préfère rester vague volontairement dans cette histoire pour pas avoir de problème. Mais voilà, je trouvais que l'ambiance était un peu bizarre, un peu pesante. On commence par m'expliquer comment fonctionnait le déroulement des dossiers en accéléré, comment ça marchait en gros. Également, on m'a annoncé les prix. Je peux pas vous donner plus de détails, mais voilà, il y avait plein de choses douteuses et je n'ai pas envie de vous révéler des indices tout simplement pour me protéger. Mais j'ai juste trouvé ça complètement borderline, tout le schmilblick qui m'expliquait. Et comme un con, je sais pas si c'est une qualité ou pas, mais ça m'arrive parfois de jouer aux imbéciles et je lui ai demandé la question fatidique, je lui ai demandé est-ce que c'est légal? Et là, il y a eu un gros malaise. Et donc, le café s'est terminé. J'ai compris d'avance que je ne voulais pas aller plus loin avec les mecs que je venais de rencontrer. Et aussi, ils ont compris que j'étais pas trop chaud et que j'allais pas faire affaire avec eux. Et après, c'est une histoire qui est compliquée et qui a dérivé dans plein de choses différentes qui s'est passé avec eux. Je ne peux malheureusement pas vous donner plus de détails. Mais juste, je voulais vous faire remarquer à quel point il se passe des choses louches à propos des dossiers en accéléré. Peut-être que je suis tombé sur des personnes un peu plus craignos que la moyenne, qui avaient des méthodes encore plus douteuses que ce qui est déjà douteux. Mais en tout cas, moi j'ai fait ma propre conclusion, je l'ai compris comme ça. Les dossiers en accéléré, ce n'est ni pour moi, ni pour mes clients. Mais il y a quand même de quoi se poser des questions. Maintenant, je voulais vous donner des arguments qui sont selon moi des mauvais arguments que répètent les vendeurs de dossiers accélérés au Paraguay. Alors il y en a qui vont vous dire, fais-moi confiance parce que je vis au Paraguay depuis X années. Parce que je parle très bien espagnol, je parle guarani, je comprends la culture et j'ai des contacts en interne. Je suis désolé, mais pour moi, ce sont de mauvais arguments, tout simplement parce que l'illégalité n'est pas une compétence. C'est comme si, pour gagner une compétition
compétition de cyclisme, admettons que vous voulez faire le Tour de France, eh bien un mec vous disait « Non mais tu sais, fais-moi confiance, je suis expert en dopage, je travaille personnellement dans la médecine depuis 12 ans et j'ai en plus de très bons fournisseurs. Je suis désolé, mais si tu te dopes, même si c'est super bien fait, c'est strictement interdit. Et si tu te fais pas choper maintenant, tu te feras choper plus tard. » Je lui ai donné le cas de Lance Armstrong. Il a remporté 7 Tours de France consécutifs de 1999 à 2005. Il était considéré comme une légende. Puis après plus tard, on s'est rendu compte qu'il se dopait. Résultat, en 2012, il a été déchu de tous ses titres, banni à vie du cyclisme professionnel. En plus, il a payé environ 5 millions de dollars dans différents règlements. Et cela pourrait se traduire au Paraguay, et j'espère que ça n'arrivera pas pour vous. Et si vous avez fait vos dossiers en accéléré et que ça se sait, eh bien vous risquez l'annulation de vos documents, voire pire, le bannissement à vie au Paraguay, pourquoi pas, voire pire, de lourdes amendes, voire pire, la prison. Bon, peut-être pas non plus à ce point-là, mais sachez que c'est vraiment moyen de faire ça. Voilà pourquoi je me suis amusé à faire une échelle de comment je vois les dossiers accélérés au Paraguay. Donc d'un côté, on a Monsieur Propre 100% légal, d'un autre côté, on a Surnois et Finot complètement olé olé illégal. Bah pour moi, sur cette échelle, eh bien on est quand même super proche du côté Surnois et Finot, du genre Didier Détournement, Patrick Pot-de-Vin dans sa camionnette, qui conduit les policiers. Bon, blague à part, juste pour dire que j'avais quelques questions à poser à toutes les personnes qui proposent les dossiers en accéléré. Et la question numéro 1, pourquoi quand quelqu'un veut faire ses dossiers en accéléré, pourquoi c'est aussi compliqué de trouver les contacts? Question numéro 2, pourquoi quand j'étais dans le café et que j'ai demandé aux personnes autour de moi si c'était légal de faire les dossiers en accéléré, pourquoi il y a eu un aussi grand malaise et que je me suis fait rembarrer? Question numéro 3, pourquoi quand j'explique à ChatGPT si c'est légal d'accélérer ses dossiers en ayant des contacts, eh bien il me dit systématiquement que c'est une mauvaise idée, et vous pourrez faire l'expérience par vous-même, vous demandez à ChatGPT ou à d'autres IA. Et très souvent, je considère que les réponses sont proches de la réalité. Question numéro 4, est-ce que vous avez des articles de loi précis à nous montrer? Car là, je le vois, parfois vous nous dites que les délais légaux incompressibles sont de 2 mois, parfois c'est 3 mois. Il faut savoir. Question numéro 5, et c'est probablement la question la plus importante que je vais vous poser, pourquoi l'entreprise de résidence la plus respectée francophone, qui ont une dizaine d'employés paraguayens pour la plupart, qui parlent parfaitement la langue et qui font de la veille, pourquoi ils se sont pas dit au bout d'un moment, ah tiens, on pourrait faire les dossiers en accéléré? Et moi je vous dis, j'ai même un ami gestor français avec qui j'échange régulièrement, on se partage des conseils de temps en temps. Et bien il faut savoir que lui, il paye carrément un Paraguayen pour faire de la recherche et développement dans son activité. Et bien il m'avait dit une chose, il est catégorique sur les dossiers en accéléré, il déconseille de le faire. Je voulais quand même vous partager un fait un peu bizarre pour ne pas être hypocrite. Du côté anglophone, il y a énormément d'entreprises, même parmi les plus réputées, qui font les dossiers en accéléré. Pourquoi eux ils le font alors que nous les francophones on flippe beaucoup plus? Et moi je vais vous dire ma réponse, c'est mon intuition. Je pense que les Français par nature on est plutôt du genre à rechercher la sécurité, et je pense aussi que nous avons une bonne éthique de travail, car du côté anglophone, pour avoir un peu regardé ce qu'ils font, il y a plein de trucs qui font complètement shady, aussi bien concernant les résidences, les cédulas, que aussi concernant les résidences fiscales. Je préfère pas donner trop de détails, mais pour moi ça me paraît quand même un peu cramé. Et je voulais poser la question, est-ce que c'est de la concurrence déloyale du coup? Et dans ces cas-là, c'est peut-être grave et ça va peut-être péter un jour. Question numéro 6, et celle-ci c'est la dernière, est-ce que, parce que ça va être marqué au fer rouge, quand vous allez faire vos différentes cartes, carte de résidence temporaire, carte de police nationale, carte de cédula, vous allez avoir différentes dates qui vont être mises. Est-ce que on est sûr à 100% qu'un rétroactif, on va pas se faire embêter, on va pas avoir des problèmes? Car faire les dossiers en accéléré, peut-être que ça passe au Paraguay, même s'il faut savoir, j'ai une personne, mais j'ai pas envie de la citer, parce que c'est en plus des rumeurs, mais une personne qui s'occupe de faire des résidences depuis très longtemps, un francophone, il avait dit que si vous faites les résidences en accéléré, vous allez éventuellement avoir des problèmes au niveau des banques, du genre difficulté à ouvrir un compte en banque. Je sais pas si c'est vrai, mais pourquoi pas, car c'est vrai que les banques, surtout les banques au Paraguay, elles ont très peur d'une chose, elles ont très peur des personnes qui veulent laver leur argent, money laundering en anglais, et donc je pense qu'elles doivent avoir peur par rapport à ça. Alors je vous parle du Paraguay, ça c'est une chose, mais aussi vis-à-vis de la France, surtout au niveau du fisc français. Est-ce qu'on va pas se faire emmerder en rétroactif s'ils s'aperçoivent qu'on a obtenu notre résidence fiscale beaucoup plus rapidement que les délais normaux? Car il faut savoir que le fisc français, c'est les champions du rétroactif. D'ailleurs, vous savez ce qui se passe si vous ne payez pas vos taxes en France alors que vous êtes censé les payer? Sur le coup, non, ils vous embêtent pas, ils vous laissent courir. Mais après, par contre, là où vous allez devoir payer l'addition et ça va être salé, vous savez c'est sur quoi qu'ils vous font payer? Les héritages. Et là, vous pourrez rien faire, donc essayez d'être un minimum carré. Et moi, ma théorie, c'est que quand on s'expatrie, on est dans le collimateur. Au Paraguay, tout d'abord, car on est étranger, et même au-delà des lois, je
je trouve que c'est une question de respect, mais également aussi de côté de la France, car on optimise sa fiscalité, et le fisc fait régulièrement la chasse aux sorcières et nous court après, donc pour moi, mieux vaut se méfier et la jouer bas profil, la jouer safe. Voilà pourquoi ma conclusion de cette vidéo, c'est finalement votre conclusion. C'est à vous de décider si vous voulez faire vos dossiers en normal ou soit en accéléré. Si vous êtes du genre carré dans votre vie et que vous voulez suivre normalement le process étape par étape, et bien allez chez des entreprises qui suivent normalement le process, même si cela vous demande de faire 2 voyages. Et si vous êtes du genre à vouloir gruger, et bien allez vers des entreprises qui ont des contacts et qui grugent. Comme ça, vous allez économiser un voyage, mais vous allez peut-être regretter plus tard. Voilà pourquoi on va arriver à la fin de cette vidéo et je voulais vous donner 4 solutions si jamais vous voulez vous expatrier au Paraguay et obtenir tous vos papiers avec une note sur 10. Alors on va tout d'abord commencer par la première solution. Donc admettons au niveau de vos besoins, vous voulez vous débrouiller seul, vous voulez payer le moins cher possible. Attention, le moins cher coûte cher, vous allez voir de quoi je parle. Eh bien vous pouvez tenter de faire vos papiers tout seul au Paraguay. Je vous donne une anecdote, elle est personnelle. Sachez que j'ai pris 19 mois à obtenir mes papiers au Paraguay au lieu de 7 mois. Tout simplement parce que j'ai essayé de me débrouiller tout seul et j'ai juste galéré. Il y a une autre personne qui est d'ailleurs youtubeur et qui parle très bien espagnol, qui a même sa copine qui est hispanophone, je crois qu'elle est colombienne ou une nationalité comme ça. Eh bien il avait dit que même avec toutes ses connaissances dans la langue, eh bien il a essayé de faire ses dossiers tout seul et il a lui aussi galéré. J'ai fait mes papiers tout seul, je l'ai fait pour moi, donc des papiers français, je l'ai fait pour ma femme, des papiers colombiens, et pour mon fils des papiers. J'ai tout essuyé mes capables. Et je me suis mariée l'année dernière avec ma femme, qui est née. J'ai pas mal poncé le sujet parce que j'ai besoin de préparer pour nos 3. 2 choses, il faut parler espagnol, parce que sinon tu vas arriver un con et ils vont te prendre 100 000 alors que c'est 10 000. Je dis des chiffres au hasard, mais bon, ça encore, ça peut aller. Mais autre chose, il faut aussi être sûr de soi et savoir ce qu'on fait. Parce que si t'arrives ici les mains dans les poches, tu sais pas où tu dois aller, tu sais pas où tu vas, et tu demandes au premier venu, ils vont essayer de t'avoir à un moment donné dans le process avant. Après, moi ça m'est pas arrivé, donc je peux pas dire que ça arrive oui, non, souvent, je sais pas, mais je sais que c'est un risque évident. Tu peux aussi t'embêter, te faire durer ton truc un peu plus si on veut, de ce que j'ai entendu. Encore une fois, c'est pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai entendu ces choses-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines personnes qui parlent ni espagnol ou qui sont timides ou je sais pas quoi, se faire aider dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Donc voilà pourquoi je mettrai comme note, si vous voulez faire tous vos papiers seul, de 3 sur 10. C'est pas du tout sécurisé et c'est même très long. Pour la métaphore, c'est comme si vous faisiez un Marseille-Paris à pied. Maintenant, on passe à la deuxième solution qui est pour moi assez sécurisée et surtout qui vous permet d'obtenir vos papiers avec le meilleur prix possible. Alors sachez que c'est une nouvelle solution et je crois être pour le moment la seule personne qui propose ça. C'est une formation en semi-assisté, c'est-à-dire que c'est une méthode détaillée qui vous oriente exactement là où il faut aller, dans les différents bureaux, etc. pour que vous puissiez faire vos papiers en autonomie. Pour l'anecdote, moi j'ai déjà essayé d'assembler un ordinateur par moi-même, alors que je ne suis pas ingénieur informatique, je ne suis pas programmeur. Mon demi-frère m'avait dit que c'était facile car lui c'est un crack en informatique. Et résultat, j'ai complètement galéré, j'arrêtais pas de l'appeler pour qu'il m'aide à monter cet ordinateur. Il manquait même du matériel, donc je devais me refaire livrer différents matériels, différentes composantes pour monter mon ordinateur. Et à la fin, j'ai même fini par payer un prestataire pour qu'il termine les dernières étapes pour monter mon ordinateur. Donc c'était super compliqué. Donc il faut quand même une méthode bien détaillée, bien faite, mais il faut aussi être assisté à minima pour au moins bien faire l'inventaire avant de venir au Paraguay, pour aussi remplir les formulaires à votre place. Et également aussi, c'est important d'avoir une personne à qui confier votre procuration pour aller chercher votre carte une fois qu'elle est prête, voire même modifier votre dossier si jamais il y a un problème. Faire une procuration, c'est quand même la base, c'est pour sécuriser votre expatriation au Paraguay. Et voilà pourquoi je noterai cette solution de 8 sur 10, vraiment pas mal. Et pour l'anecdote, c'est comme si vous faisiez un Marseille-Paris, là cette fois-ci en bus à longue distance. Ensuite, on passe à la troisième solution et qui est pour moi de loin la plus sécurisée et également aussi celle qui va vous apporter le plus de confort, le plus de sérénité. Et bien, c'est tout simplement le fait de vous faire accompagné par une agence classique qui va vous faire les papiers pour vous au Paraguay. Et surtout, je vous recommanderais de choisir une entreprise qui a de l'expérience et qui a aussi des avis clients, car ça peut arriver que certaines personnes s'improvisent à faire le métier de gestor. Or, il y a plein de pièges, il y a plein de problèmes, et ils vous prennent comme un rat de laboratoire et ils font n'importe quoi. Pour moi, choisir une bonne agence d'expatriation au Paraguay, c'est comme choisir une bonne agence de greffe de cheveux en Turquie. C'est super important d'en prendre une qui est bien, qui a de la renommée aussi, parce que les erreurs, ça fait mal. Et voilà pourquoi je qualifierais cette solution de 9 sur 10. Le seul problème de se faire accompagner par une agence, c'est que ça coûte un peu cher, mais au moins vous êtes vraiment en sécurité. Vous êtes entre de bonnes mains, vos dossiers sont sécurisés, et en plus c'est confortable pour vous. Vous savez que vous suivez un objectif clair. Et voilà pourquoi, pour la métaphore, je vous dirais que c'est comme si vous faisiez un Marseille-Paris, là cette fois-ci en taxi privé, en application VTC. Bref, je pense que c'est la meilleure solution qui existe. Et ensuite, on va passer à la quatrième solution. Alors votre besoin, là cette fois-ci, c'est l'urgence.
urgente, du genre vous avez besoin de fuir votre pays pour des histoires de guerre, des histoires de pénurie de ressources, et bien là, dans ces cas-là, et seulement dans ce cas-là, je trouve que c'est valable de faire ces dossiers en accéléré. Je considère que c'est à utiliser en dernier recours, et pour moi, l'argument de l'argent, le fait de devoir faire un voyage supplémentaire n'est pas un bon argument. Comme j'ai dit précédemment, le moins cher coûte plus cher. Donc moi, à votre place, je réfléchirai 2 fois avant d'envisager cette solution. Et voilà pourquoi, au niveau de la note, je mets une note catastrophique de 2 sur 10, parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas convaincu de cette solution. Je la trouve super dangereuse. Pour moi, vous jouez avec le feu si vous faites ça. Mais quand même, pour pas faire l'hypocrite, sachez que si cette solution était viable, que j'avais la certitude que c'était 100% légal, bien sachez que je la noterai 10 sur 10, voire même 11 sur 10, parce que c'est quand même plus rapide et ça vous fait économiser de l'argent. Mais après, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous trouvez que cette méthode est légale ou illégale? Mais selon moi, si vous passez par cette méthode, vous prenez des risques inutiles. Et pour la métaphore, eh bien, je vous dirais que c'est comme si vous faisiez un Marseille-Paris, mais cette fois-ci en fusée supersonique qui peut exploser à tout moment. Ou alors soit carrément un téléporteur à particules, parce que personne sait ce qu'il y a avant et après, et vous ne savez pas si vous allez pouvoir arriver en entier. Donc voilà pourquoi on va arriver à la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus à propos de ma nouvelle méthode, pour si jamais vous avez envie de faire vos papiers au Paraguay en semi-assisté, eh bien il faudra cliquer sur le premier lien en description. Et sinon, si vous voulez un accompagnement classique, et un accompagnement classique en plus, eh bien de qualité, eh bien je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour aller y jeter un coup d'œil. Et sinon, je vous remercie pour votre attention. Essayez de faire en sorte de bien vous entourer pour pouvoir réussir votre expatriation au Paraguay, parce que c'est quand même un super pays et les papiers que vous obtenez dans ce pays, ils sont quand même vraiment super importants. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus. C'était Stanislas d'Anjou. Ciao ciao.